Innover pour le commerce avec l'Institut du commerce. Et Point de vente, le magazine des magasins. BFM Business. Innover pour le commerce. Karine Verniol. Bonjour, bienvenue pour ce nouveau rendez-vous sur BFM Business, une émission dédiée aux nouveaux enjeux du commerce. Le commerce sous toutes ses formes, retail, distribution, marketing, digital. Les façons de consommer changent et forcément les manières de vendre aussi. C'est ce que nous verrons toutes les semaines avec tout d'abord notre invité. Aujourd'hui, Pierre Pellaret, directeur général du Printemps Haussmann, qui nous parlera du nouveau printemps de l'homme. Avec notre débat aussi, prix, comment répondre aux exigences de transparence des consommateurs. C'est la question que nous poserons à Cécile Buffard, rédactrice en chef adjointe de Point de vente, et Uriel Carsanti, dirigeant de la marque de prêt-à-porter online Maison Standards. Et puis nos chroniqueurs, Hélène Cornet de la rédaction de BFM Business nous tient au courant des dernières actus. Aujourd'hui, elle vous emmène chez Rimowa, première boutique à Paris. Et puis Rodolphe Bonas, PDG de Seacom, qui nous fait découvrir les dernières innovations à travers le monde. Il nous emmène en Hollande pour une cueillette en supermarché. Tout de suite les news. BFM Business. Innover pour le commerce. Les news. Hélène Cornet, bonjour. Karine. Journaliste à BFM Business. On commence ces actus de la semaine avec un chiffre, puisque la vente des parfums et cosmétiques était en forte baisse l'an dernier en France. Oui, moins 3%, c'est la plus forte baisse depuis 10 ans. Alors, une des explications, vous savez, il y a eu moins de fréquentation touristique l'an dernier à cause des attentats. Et ce sont souvent, les touristes étrangers qui ramènent avec eux un petit flacon en souvenir de leur passage à Paris, d'où une des raisons de cette baisse du marché du parfum. Côté podium, quand même, parmi les parfums les plus vendus, pour les femmes, La Vie est belle de Lancôme, et pour les hommes, Sauvage de Dior. Et oui, et puis on parle de la distribution sélective, bien entendu. Ce chiffre concerne la distribution sélective pour le marché. Vous nous emmenez chez Rimowa, la marque de bagages allemand qui vient d'être achetée par LVMH. Ça y est, elle a ouvert son flagship, comme on dit en bon français, à Paris. Oui, vous savez, Rimowa, ce sont ces valises de luxe très solides, les préférées en fait des mannequins, des stars d'Hollywood. Pourquoi ? Parce qu'ils passent leur temps dans les avions et que justement, elles sont réputées pour être très solides. Alors la marque allemande a été rachetée, vous le savez, très récemment par le groupe LVMH. Et donc, ils vont ouvrir leur plus grand magasin rue du Faubourg Saint-Honoré, une boutique de 600 mètres carrés. Et ce sera le seul endroit au monde où vous pourrez voir l'intégralité de la collection. Et puis un nouveau concept pour l'enseigne de sneakers courir, ça s'appelle Wood. Exactement. Avec ce nouveau concept, la basket est carrément élevée au rang de star. Avec des boutiques plus design, plus urbaines, des écrans digitaux un peu partout, du bois. Alors pourquoi ce lifting ? Pour casser les codes masculins. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, 40% de la clientèle sont les femmes, enfin plutôt les jeunes femmes, et que sont elles à l'avenir qui vont vraiment faire le chiffre d'affaires de la chaussure de sport. Des sneakers. Alors on compte sur les femmes pour aller acheter les chaussures de sport, c'est ça. Chez Courir, c'est où Wood ? C'est dans Paris ? C'est dans Paris, il y en a un petit peu partout, au Halles notamment. Au Halles. On a le temps, on a le temps quand même pour la poêle Tefal, on va s'adresser à la ménagère de moins de 50 ans, c'est horrible de dire ça. Non, là c'est une vraie révolution, c'est pas pour la ménagère de moins de 50 ans, bien au contraire, c'est pour la jeune femme dynamique. Exactement, une poêle connectée, elle s'appelle Assistéo et vous avez un boîtier dans la manche qui vous indique si la température est bonne, trop faible ou trop forte. Mais le vrai plus, Karine, c'est ce petit bip sonore, très utile pour toutes celles qu'on appelle les duty full, c'est-à-dire les personnes qui doivent gérer le coup de feu de 19h, vous connaissez ça. Et donc avec cette poêle, plus besoin d'être constamment devant, on peut gérer le bain des enfants, les devoirs, fini le stress de brûler le dîner. Ça nous va bien. Merci beaucoup Hélène Cornet, rendez-vous la semaine prochaine. Allez, l'invité du jour, c'est Pierre Pellaret. BFM Business. Innover pour le commerce. L'invité de la semaine. Et l'invité de la semaine, c'est Pierre Pellaret. Bonjour. Bonsoir. Directeur général du Printemps Haussmann. Vous avez inauguré il y a quelques jours le nouveau Printemps de l'Homme. On va en reparler dans un instant. Mais je vous propose également d'accueillir Rodolphe Bonas. Bonjour. Bonjour Karine. PDG de Seacom. Dans un instant, vous nous emmènerez où ? On va aux Pays-Bas. Waouh. On va se balader du côté d'Amsterdam.
Très bien, pour découvrir les nouvelles innovations en matière de commerce. En attendant, rendez-vous donc du côté de Paris, du boulevard Haussmann, le Printemps de l'Homme, 64 boulevard Haussmann, c'est important désormais. Après plus de 2 ans de travaux, petit changement d'adresse, mais surtout 11 000 mètres carrés rien que pour vous, messieurs, soit 40% de surface de vente supplémentaire. Est-ce à dire, Pierre Pellaret, que l'homme est l'avenir de la femme au printemps ? Oui, probablement. Et puis l'homme est également l'avenir de l'homme. Donc 64 boulevard Haussmann, c'est quand même une très belle adresse, puis qui est située le boulevard Haussmann. Il faut savoir que Printemps de l'Homme, auparavant, était rue de Provence, donc par rapport au boulevard Haussmann, plutôt derrière. Donc c'est vraiment un mouvement qui, pour nous, est un mouvement majeur. Mais l'homme, ça représente quoi ? Je disais 45% des ventes de prêt-à-porter au printemps, c'est ça ? Oui, à peu près 45%, et on espère monter à 60% du chiffre d'affaires total du textile, sachant qu'au printemps, le premier chiffre d'affaires, c'est l'accessoire, et l'accessoire féminin en particulier. Mais c'est plus rentable que l'accessoire, l'homme ? On a une bonne rentabilité, et puis aussi c'est très très porteur, puisqu'on a des hommes qui sont de moins en moins décomplexés par rapport à la mode, qui s'habillent de plus en plus pour travailler leur style, et qui finalement ont des habitudes de consommation qui s'assimilent de plus en plus aux femmes et au mode d'achat du prêt-à-porter féminin. Voilà, ça nous permet d'augmenter la surface de l'ordre de 40%, ce qui est tout à fait important, et bien évidemment en termes de chiffre d'affaires, on espère au moins développer d'après cette proportion d'augmentation de surface. Donc l'homme change ses habitudes de consommation aussi, même si, messieurs, tous les deux, ce soir, vous êtes en veste noire et chemise blanche, mais bon, on sait que l'homme change tout de même. On a des sneakers, en fait, de couleur. Ah bah c'est ça, ça vous nous montrerez ça après. Qu'est-ce que vous leur proposez de nouveau aux hommes, justement, au Printemps de l'Homme ? Alors, on leur propose énormément de concepts. D'abord, des styles par étage. Donc il y a 5 étages, donc on peut faire. 5 étages, 5 styles différents. Un étage dédié, on parlait de chaussures, dédié à la chaussure de plus de 1500 mètres carrés, qui est probablement un espace pratiquement unique au monde, et où on peut trouver tous les styles de chaussures, de la chaussure très ville, du cousu main, comme on dit, jusqu'à la sneaker éventuellement. Mais c'est intéressant parce que les souliers, la chaussure, c'est tout en haut. Ah, c'est tout en haut, c'est oui. tout en haut, c'est au 5e étage. Tout ça est très codifié, j'imagine, et vous avez longuement réfléchi aux différents étages, d'autant que vous avez fait appel à de grands architectes pour ces différents étages. Pierre Pellaret, comment on réfléchit ? Le soulier en haut, c'est pour faire monter ? Oui, en fait, on sait depuis l'expérience qu'on a eue notamment avec la femme et les souliers femmes, que en fait le soulier c'est une destination. C'est toujours compliqué en grand magasin de savoir ce qu'on met dans les étages, puisqu'on sait qu'on perd du trafic. Plus on monte dans les étages et plus on perd de trafic. Donc pour nous, il s'agit d'avoir ce qu'on appelle des départements de destination qui permettent de générer du trafic, en particulier dans les étages. On perd combien à chaque étage ? À peu près aux alentours de 50% de trafic à chaque étage qu'on monte. Donc vous pouvez imaginer qu'au 5e étage, il y a beaucoup moins de monde, sauf évidemment quand on a des départements de destination comme le soulier. Et au 4e, vous avez mis quoi du coup ? Au 4e, on a... Parce que du coup, lui, le 4e... Non, parce qu'après, ça fonctionne. Alors, ça fonctionne un peu comme une douche. Ils sont bien obligés de redescendre. Et en règle générale, ils repassent par le 4e, le 3e, le 2e, etc. Donc, il faut particulièrement soigner, effectivement, ce qui est en haut. Et il faut dire que, d'ailleurs, ça n'est qu'une phase du projet, puisqu'il y aura un autre élément de trafic dans ce magasin, qui sera le projet dédié à la gastronomie, sur 3 étages. Et la gastronomie est un autre secteur qui permet de faire monter le trafic, de faire monter les clients, et donc de générer du trafic sur l'ensemble du magasin de façon la plus homogène possible. Je relisais une interview de Paolo de Cesare, donc qui dirige le groupe Printemps. Nous ne sommes pas un centre commercial, nous voulons donner de nouvelles raisons de venir au printemps, autre que le simple fait d'acheter. Qu'est-ce que vous offrez d'autre que des produits au Printemps de l'Homme ? De plus en plus, l'expérience, comme on dit, où le parcours est de moins en moins un parcours uniquement pour les achats. C'est aussi un parcours, on le voit très bien illustré par cette fameuse voile. Cette coupole, j'allais dire cette voile, mais effectivement aussi cette coupole verticale qui reprend l'idée de la coupole des origines de ces grands magasins des années 20 et des années 30, en mêlant à la fois le verre et également le métal,
total et qui permet aussi de structurer la situation, la circulation verticale et aussi de faire monter. Donc à ce titre-là, c'est aussi quelque chose d'unique. Et je dirais que de plus en plus le parcours, il se résume pas uniquement à une expérience d'achat, mais à une expérience globale, puisque on veut faire visiter aussi les lieux. C'est une coupole qui fait pratiquement 30 mètres de hauteur. Ça, c'est un rendez-vous architectural où on met en avant aussi le patrimoine, etc. Mais dans le service, est-ce qu'on peut proposer les mêmes services que vous proposez aux femmes ? Il y a par exemple un salon, il y a des personal shoppers chez les femmes. On propose la même chose aux hommes ? À chaque fois, on doit même aller plus loin. Ah ouais. Je dirais que comme on redémarre de zéro, il faut anticiper un peu les demandes de nos clients. Et là, on a créé un service de personal shopper, donc avec un salon qui leur est dédié, de près de 350 mètres carrés, ce qui en fait un espace extrêmement référent, avec 4 cabines de plus de 30 mètres carrés. Il y a même une cabine d'essayage où on peut prendre une douche éventuellement. Pour les consommateurs qui vont prendre leur avion éventuellement le soir. Donc on peut prendre une douche au Printemps de l'Homme. Absolument. Alors faut être VIP, plusieurs douches. Il faut être VIP, effectivement, pour avoir accès. On a un système de carte de fidélisation qui permettra d'avoir accès à toute une panoplie de services qui seront des services premium et qui seront dédiés à cette clientèle. Tout ça s'inscrit, vous disiez, dans un projet de rénovation à 5 ans, 100 millions d'euros d'investissement. Donc là, on a le Printemps de l'Homme qui bouge. Vous nous avez parlé de la gastronomie en haut. Après, il va y avoir beauté, maison, enfants qui vont migrer aussi. Quelles autres innovations vous allez mettre en place ? Parce qu'on sent bien que vous avez réfléchi. Vous nous parliez de la circulation, tout à l'heure des services, de l'expérience. Qu'est-ce que vous avez d'autre en tête, Pierre Pellaret ? Alors bien évidemment, là où c'est aussi extrêmement innovant, c'est que c'est la première fois où on fait travailler 4 cabinets d'architectes qui sont des cabinets d'architectes qui travaillent sur un même lieu. Pour la rénovation de ces 7000 mètres carrés de surface de l'Homme, il y a Yabou Puchelberg pour la voile, il y a le collectif Sigu, il y a Villemotte qui a travaillé également, et Universal Design qui a travaillé. Tout ça pour rythmer ce parcours, et qu'on n'ait pas un parcours homogène, mais qu'on ait justement un parcours qui soit aussi une découverte et qui puisse permettre de prendre le client à l'entrée du magasin, et bien souvent même devant les vitrines, pour l'amener, j'espère, tout en haut, et lui faire visiter l'ensemble de ce on souhaite lui faire visiter et acheter au passage. Alors, plus il visite, plus il achète, puisqu'on sait qu'il y a effectivement une corrélation entre le temps où il va rester dans le magasin et effectivement son acte d'achat. Et plus il restera dans le magasin, normalement, plus il devrait acheter. Rodolphe Bonas. Et je me posais une question. Finalement, ce projet qui est absolument magnifique, on l'a vu, est-ce qu'il a été fortement inspiré par le succès du BHV Homme ? Parce que finalement, on sait très bien que ce corner BHV Homme à Paris a un peu relancé le BHV finalement. Et donc, je me pose la question de savoir, est-ce que c'est une source d'inspiration pour... Alors, Rodolphe, je ne sais pas ce que vous voulez que je vous réponde, mais je vais vous répondre la vérité. Non, pas du tout, parce que c'est un projet quand même de longue haleine. Voilà. Donc c'est un projet qui a été dont la conceptualisation remonte à déjà les premières études à 3 ans, voire 4 ans. Donc c'est un projet de très très long terme. Et à l'époque, évidemment, on ne savait pas ce qu'allait devenir le magasin dont vous parlez, ce qu'il allait devenir. Donc c'est beaucoup d'années d'études. Bon, si vous me demandez maintenant mon avis personnel, je dirais que je commencerai par la visite du printemps avant celle des... Ouais, je m'en doutais. Alors, c'est vrai que le positionnement est très différent. Hein. C'est assez différent. Le positionnement est très différent, et je dirais qu'il est en ligne avec ce qui a été fait dans le reste du magasin au printemps, c'est-à-dire haut de gamme, plutôt luxueux, même si on a à cœur de trouver des produits qui soient des produits accessibles, mais qui sont effectivement dans un écrin qui est lui-même un écrin qui valorise on a à la vraiment fois les une marques, présentation de l'offre qui est à la fois les marques et les produits. Mais finalement, on arrive aussi à trouver des produits accessibles. Et ça, c'est quelque chose qui est important, parce que on a 20 millions de personnes qui nous fréquentent, et on tient absolument à cette fréquentation qui est aussi un gage de la réussite commerciale. On sait très bien que plus il y a de trafic, et plus la conversion est aussi évidente. C'est destiné et à la clientèle locale et aussi à la clientèle internationale, bien sûr. Et c'est ces deux clientèles que vous visez avec ce Printemps de l'Homme. Merci infiniment, Pierre Pellaret, directeur général du Printemps Haussmann. Vous restez encore un petit peu avec nous, vous allez voir, Rodolphe se démarque. BFM Business. Innover pour le commerce. Rodolphe se démarque.
Parce que Rodolphe Bonas va faire ses courses à travers le monde. Et là, vous revenez d'Amsterdam, où vous êtes allé faire de la cueillette. On est allé faire de la cueillette, exactement. Cette semaine, je me suis intéressé à une chaîne de magasins qui s'appelle Albert Heijn. Et à Amsterdam, ils ont innové une culture, en fait, à l'intérieur du magasin. Alors, c'est quoi l'idée? C'est vraiment de surfer sur cette fameuse tendance de l'indoor farming. Vous savez, c'est-à-dire, c'est le côté frais, agriculture biologique à l'intérieur même des villes. Alors, c'est un concept qui donne de la fraîcheur au magasin. Là, il y a rien de nouveau à ce stade-là, parce que ça avait déjà été fait en Corée il y a 3 ans dans une chaîne qui est Lotmart, où là, vous pouviez acheter des salades cultivées aussi en indoor farming. Et puis, Metro l'a fait en Allemagne, Carrefour le fait aussi en France. Bref, il n'y a rien. Ici, ce qui m'a intéressé, c'est que finalement, le consommateur est acteur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en effet, c'est... On vient d'abord planter... Alors, on plante pas, mais on vient cueillir. Ça veut dire qu'on a des ciseaux et on récupère dans le magasin, en fait, ces aromates, du basilic, de l'amande fraîche, de l'estragon, de la Comme quand on va au jardin, quoi. Exactement. Alors, on a une petite sacoche dans laquelle on met ses herbes, et ensuite, c'est payé, j'imagine, au Donc, poids. vous allez ramasser des herbes à Amsterdam. Voilà. Alors ça, on va y venir, en effet. Mais alors, c'est aussi un peu dans la veine, vous savez, de cette start-up française qui s'appelle Prêt à pousser. Je ne sais pas si vous connaissez, et donc qui a lancé ce système où vous achetez des pots de champignons, et toujours en culture hydroponique. Hein, c'est ce système où vous avez de l'eau, des substrats et des lampes LED, parce que sans lampes LED, point de soleil entre guillemets. Alors c'est un peu antinomique là-dessus. Et donc du coup c'est le même concept, mais là ici dans une démarche dynamique interne du magasin. Donc je vous invite à y aller. Cette fois-ci, comme vous disiez, Karine, vous pouvez aller à Amsterdam. C'est légal. Exactement, cueillir votre herbe et revenir à la ramener à la maison. Juste pour vous dire que vous savez qu'on a étudié sur Paris la capacité hydroponique de la ville de Paris, qui serait de l'ordre de 80 hectares. Donc il y a sans doute pas mal d'enseignes qui sont en train de réfléchir à comment transformer la ville en grand champ agricole. Le printemps, vous y pensez? Moi, ça m'ouvre beaucoup de perspectives, mais effectivement, on y avait un petit peu pensé, donc notamment pour le toit, où voilà. On peut effectivement envisager une végétalisation, avec une vue sur Paris qui est absolument unique. Donc peut-être pas uniquement un jardin, mais peut-être d'autres... Commencez par votre miel. Sûrement, voilà, ça fonctionne. Ah, mais ça, c'est déjà vu. Oui, c'est déjà vu. Ouais. Voilà, affaire à suivre. Merci infiniment, messieurs. Allez, innover pour le commerce, ça continue. Le débat du jour. BFM Business. Innover pour le commerce. Le débat. Comment répondre aux exigences de transparence du consommateur? Peut-on inventer un nouveau business model qui contente producteurs, distributeurs et consommateurs en matière de prix? À voir le succès de la marque du consommateur lancée en octobre dernier chez Carrefour, on sent qu'un mouvement est lancé. Cécile Buffard, bonjour. Bonjour. Rédactrice en chef de Point de Vente Uriel Carsanti, bonjour. Bonjour. Dirigeant et fondateur de Maison Standard, marque de prêt-à-porter née sur le web, qui a quand même aussi un point de vente, mais qui est surtout sur le web. Alors il y a une véritable innovation qui avait été lancée par Nicolas Chabat en octobre dernier chez Carrefour. Enfin, les produits sont arrivés en octobre dernier chez Carrefour. La marque du consommateur, c'est en fait le consommateur qui a été consulté pour fixer le prix de cette brique de lait, parce que c'était le premier produit, et la charte, c'est bien ça, du produit? Exactement. En fait, c'est un questionnaire qui a été publié en ligne, auquel pouvaient répondre tous les consommateurs qu'ils souhaitaient, et avec une série de questions où ils pouvaient déterminer le prix idéal, selon eux, de la brique de lait, puisque c'était le premier produit qui est sorti en magasin. Alors, les questions étaient aussi variées que quel est le type de fourrage dont on devait nourrir les animaux? Est-ce que c'était de la luzerne ou est-ce que c'était du fourrage standard? Est-ce que ça devait être local? Est-ce que les producteurs devaient être rémunérés au juste prix? Bref, toute une liste de questions auxquelles le consommateur a répondu pour aboutir à un prix idéal final. Et finalement, ce qui a été assez étonnant, c'est que le prix défini pour le premier produit, eh bien, c'est 0,99 centimes. Et c'est 0,99 centimes, ce qui permet d'avoir 0,99 centimes, 39 centimes le litre pour le producteur. Et c'est ça qui est important, c'est finalement
Au départ, l'idée, c'est aussi d'assurer un juste prix pour le producteur, mais d'impliquer le consommateur. Et finalement, c'est exactement votre démarche, Uriel Karsanti. Lorsque vous lancez Maison Standard en 2013, c'est d'avoir toute une transparence et d'impliquer aussi le consommateur. Le client, il est en recherche de ça. Il est en recherche de sens, il est en recherche d'authenticité et de comprendre. Donc nous, ce qu'on lui dit, c'est vous avez le droit de savoir, et on lui explique effectivement comment on fabrique un produit et combien ça coûte. Donc très concrètement, sur votre site web, vous expliquez tout. Absolument. On dit tout, on montre nos usines et on montre effectivement que nos marges sont, je dirais, beaucoup plus justes qu'à côté, qu'à la concurrence, et que notre travail, c'est effectivement d'arriver à faire un produit de qualité à un prix raisonnable. Alors c'est vrai, un Maison Standard fait l'économie des intermédiaires, des doubles marges et d'un budget marketing pour fabriquer une chemise à 20 € et la revendre 69. Oui, c'est écrit noir sur blanc, c'est toujours vrai 3 ans après. Alors c'est vrai qu'il y a eu un gros succès pour la marque du consommateur Cécile Buffer. Après 3 mois de commercialisation, plus de 4 millions de briques, je crois, de lait ont été vendues. C'est 5 fois supérieur aux attentes. Oui, presque 5 millions là même. Ah ouais, déjà. Oui. Qu'est-ce qui explique un tel succès ? Les consommateurs en fait sont très heureux de pouvoir définir leur prix. Et ils trouvent que finalement, c'est important de rémunérer les producteurs, c'est important de pouvoir choisir et surtout, il y a une forme de transparence sur le prix. Parce que quand on achète son produit en magasin, on est toujours à se demander quelle est la marge qu'a faite le distributeur sur ce produit. Est-ce qu'on ne se fait pas un petit peu voler ? Alors que là, on décide exactement de tous les critères et du cahier des charges et on paie le prix qu'on a décidé, qu'on a défini ensemble entre consommateurs. Mais sincèrement, est-ce que ça peut marcher pour tout ça, parce que on va venir à cette expérience que vous avez faite, oui. Uriel Karsanti, pendant les soldes. Vous nous proposez aux clients pay what you want. Oui, on l'a fait en anglais, pardonnez-nous. Ouais. Effectivement, le principe consiste à dire que chez Maison Standard, il n'y a pas de solde, il n'y a que des produits permanents, et il y a effectivement quelques exceptions avec des produits qui sont saisonniers et que nous ne souhaitons pas reconduire. Ces produits, on ne va pas les déstocker, donc on propose effectivement aux clients, dans une opération tout à fait spéciale et exclusive, de les acheter pendant quelques jours au prix de revient ou à un prix qui est auquel on ajoute un coût de logistique et de commercialisation ou encore un coût dans lequel ils peuvent nous aider au développement. Ils choisissent leur prix, on leur donne la main et pendant quelques jours, le client va se poser la question que nous on se pose tout le temps de la valeur d'un produit. Et c'est ça en fait qu'on veut faire, c'est questionner le client comme les marques dans l'industrie. Mais alors justement, je me souviens plus exactement des prix, mais vous expliquez, si vous payez par exemple, on va dire vous partez de 70 €, si vous payez ce prix-là, donc vous avez moins 60%, on va dire on gagne plus rien. Si vous payez moins 40%, on a la logistique et la distribution prise en compte. Au final de cette opération, on a envie de se dire, tout le monde a pris le prix le plus intéressant, surtout sur Internet, parce que c'est ce qui marche sur Internet. C'est vrai. C'est la question qu'on s'est posée au tout démarrage, et c'est vrai qu'on l'a résolue de manière très simple. On s'est dit que l'objectif pour nous, comme à mon avis pour les opérateurs de l'industrie alimentaire, c'est effectivement plus de poser une question sur la valeur et d'intéresser le client. La grande majorité des gens, 80%, ont choisi le prix le plus bas. Et puis 15%, le prix intermédiaire, qui nous permet d'avoir effectivement les coûts de commercialisation intégrés, et enfin quelques pourcentages pour le dernier prix qui participe au développement. Nous, on est satisfait de ce résultat. On trouve que c'est un bon signe. On se trompe pas. C'est tout à fait humain de choisir le prix le plus bas. Et je pense que les clients sont tous pareils. Certains sont plus solidaires d'une démarche et sont plus fans d'une marque et donc adhèrent. Est-ce que, à voir cet exemple, finalement, on se demande, est-ce que les consommateurs sont vraiment prêts à être responsables et à payer davantage, Cécile Buffer ? Il y a de plus en plus d'études qui montrent que oui, les consommateurs demandent de la qualité. Alors évidemment, il y a. Mais est-ce qu'ils sont prêts à payer plus pour cette transparence et pour cette qualité ? Alors le facteur prix existe, d'ailleurs vous venez de le dire, c'est vrai, mais de plus en plus sont prêts à mettre un peu plus cher. Et ça, ils le disent dans les sondages, ils le disent quand on leur pose la question, est-ce que vous seriez prêts à mettre un peu plus cher pour avoir une meilleure qualité dans vos produits ? Et c'est notamment vrai pour l'alimentaire, tout particulièrement. Et ils disent oui. Je pense qu'il y a une aspiration vers des produits plus qualitatifs, une forme de rejet aussi, d'une forme d'hyper-industrialisation des produits. Les gens en ont un peu marre de manger n'importe quoi et ils sont prêts à mettre un tout petit peu plus cher. D'ailleurs, on l'a vu, la marque du consommateur, ça y est, de nouveaux produits arrivent. Là, la pizza, jus de pomme, beurre. Et puis les distributeurs quand même, parce que ça
ça m'intéresse aussi d'avoir le point de vue des distributeurs. Ils étaient drôlement frileux au départ. On l'a vu, c'est arrivé chez Carrefour. Les autres, ils attendaient de voir, c'est ça? Oui, c'est un peu ça, les distributeurs. Alors, à la fois, les distributeurs, c'est leur rôle d'être à l'écoute des consommateurs. Donc, ils ne pouvaient pas être sourds à ce mouvement collectif qui s'est créé d'abord sur Internet. C'est vrai que Carrefour s'est lancé un petit peu la tête la première dans le bain. Et puis, ça a tellement bien marché que les autres sont un peu des suiveurs et ont voulu aussi s'y mettre. Et c'était difficile de ne pas suivre. Mais finalement, les distributeurs sont aussi capables d'évoluer. Et ils se sont rendus compte que, en tout cas pour leur image, c'était très, très valorisant. Et ne serait-ce que pour ça, pour avoir une image un peu éthique, d'être à l'écoute du consommateur, de ne pas être juste là pour un petit peu leur prendre leur argent, eh bien, ils ont tout intérêt à suivre le mouvement. C'est un bel outil marketing aussi. Et Nicolas Chaban, donc la marque du consommateur, disait: nous sommes aussi en contact avec de grandes marques qui voudraient décliner le concept pour sortir de la simple problématique des prix les plus bas. Mais oui, voilà. Alors, c'est-à-dire qu'il ne fallait pas non plus marginaliser l'initiative et que ce soit juste une initiative de petits producteurs dans leur coin qui font des belles choses, comme c'est le cas aussi parfois pour les produits locaux, les produits bio. L'idée, c'était pour que l'initiative prenne vraiment de s'associer à des grandes marques et de leur proposer le même cahier des charges, et que des grandes marques comme Sodial, par exemple, qui est partenaire maintenant de la marque du producteur pour créer du beurre. La marque du consommateur, excusez-moi. On voit bien que c'est grâce à l'appui de ces grandes marques, parce qu'elles ont la capacité d'innovation, de R&D, la capacité d'investissement, que une telle initiative, née de rien, peut devenir très grande. Dernière question, Auriel Carsanti. Chez Maison Standard, vu le lien que vous avez créé, une certaine fidélisation, certains consommateurs qui jouent le jeu, est-ce que vous auriez envie, est-ce que vous pourriez aller encore plus loin, justement, les faire participer aussi, comme pour ce produit à la charte de qualité? Est-ce que vous seriez prêt à leur demander, finalement, là, je produis en Chine, je produis en Tunisie, je produis, parce que vous êtes transparent là-dessus. Absolument. Est-ce que ça vous va? Est-ce qu'on pourrait changer? Est-ce que vous pourriez les consulter, aller encore plus loin dans votre démarche? C'est une très bonne question. On a très envie, évidemment, de faire participer le client à plus dans la collection, à plus d'avis sur le modèle économique. Mais d'une certaine manière, en fait, on a une forme de science. On a 15 ans derrière nous de savoir-faire et de réseau. On a donc des très bonnes usines auxquelles on fait confiance. Changer les usines, certainement pas, mais effectivement demander à un client s'il veut choisir un modèle différent ou construire une collection différente, c'est ce qu'on fait tous les jours en attendant son feedback et son retour sur les ventes. Par contre, quand même, c'est important de noter que on est dans une démarche de responsabilité, d'éthique et donc de transparence. On va donc montrer aux clients que même en fabriquant en Chine ou en Tunisie ou au Portugal, la question de la qualité se pose toujours de la même façon, et la question des conditions de travail et des conditions d'environnement pour la chaîne de la mode est toujours la même. On doit se la poser et être éthique par rapport à ça, peu importe le pays où on travaille. Et on ne peut pas totalement inverser la tendance, c'est quand même pas le consommateur qui va faire la collection. Non, il ne peut pas la faire. Auriel Carsanti, merci beaucoup à vous, dirigeant fondateur de Maison Standard. Cécile Buffard, rédactrice en chef adjointe de Point de Vente. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Innover pour le commerce, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine, samedi 13h et dimanche 19h. À bientôt. Innover pour le commerce avec l'Institut du commerce et Point de Vente, le magazine des magasins.